Commun. Bonjour, donc je m'appelle Thomas Dawans, je suis un des chargés de projet du Community Land Trust de Bruxelles. J'ai été précédemment aussi conseiller pour le ministre du Logement qui a initié le projet du Community Land Trust ici à Bruxelles. Alors, qu'est-ce que le Community Land Trust? C'est un projet d'accès à la propriété pour des ménages à faible revenu qui se développe dans la logique des biens communs. Donc, je vais expliquer, ça repose sur toute une série de quelques principes fondateurs qu'il faut associer pour que la formule fonctionne. Le premier principe, c'est la division entre la propriété du sol et la propriété de la brique, du bâti. Et donc, le Community Land Trust, qui en Belgique est une fondation et une SBL, va avec l'argent de la région bruxelloise, acquérir des terrains et va les garder en propriété, va construire ou rénover éventuellement des immeubles existants sur ce terrain, et puis va revendre uniquement la brique à des ménages à faible revenu. Donc le CLT reste propriétaire de la brique, du terrain, et va le gérer comme un bien commun. C'est-à-dire, elle s'engage à ne jamais le revendre aux logiques du marché et toujours le rendre accessible pour des personnes à faible revenu, ou aussi en développant des activités dans ces immeubles qui servent au développement social des quartiers, comme service pour accompagner les populations précaires des quartiers populaires bruxellois. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que l'accessibilité va être perpétuelle. Donc, les propriétaires sur le sol, les propriétaires de la brique d'un appartement sur le sol bénéficient en fait d'un droit de superficie, donc un bail de longue durée, dans lesquels le CLT va imposer toute une série de conditions qui vont limiter en quelque sorte leur droit de propriété. On va leur imposer, par exemple, un prix plafonné de revente. Et ce prix plafonné de revente fonctionne comme ça, que le ménage va rembourser, va récupérer au moment où il revend le capital qu'il avait remboursé à la banque, plus 25% de la plus-value. Donc si le bien a généré une plus-value, il aura droit à en prendre 25%. Le CLT prendra 6% pour ses frais de gestion, mais les 69% de la plus-value restant, eux, vont être déduits dans le prix de vente au suivant. Ce qui veut dire que ce mécanisme prévoit donc que, d'une part, le subside reste attaché au sol et il ne part pas dans la poche du premier bénéficiaire. Et en plus, il y a un décrochage par rapport au prix du marché puisqu'on neutralise une partie de la plus-value. Ce qui veut dire que de génération en génération, de revente en revente, le bien reste accessible dans des prix clairement inférieurs au prix du marché. Et pourtant, ils permettent quand même au ménage qui a acquis au moment de la revente, de récupérer un véritable capital qui se chiffre en dizaines de milliers d'euros et qui est en tout cas bien supérieur à ce qu'il aurait pu avoir en étant sur le marché privé ou même dans le logement social. Donc, le principe d'une accessibilité perpétuelle, sociale perpétuelle. Et le troisième grand principe, c'est celui de la gouvernance qui, justement, permet d'organiser la gestion en commun, qui est donc la suivante. C'est que le conseil d'administration de la fondation et de la SBL sont tous les deux organisés en 3 tiers. Un tiers représenté par les pouvoirs publics, qui amènent une partie importante des subventions pour mener l'achat des terrains, environ 30% ou à 40% du montant d'une opération est amené par les subsides régionaux. Donc un tiers des voies. Un tiers des voies pour les propriétaires occupants des appartements développés sur les terrains du Community Land Trust. Donc là, on le voit par rapport au logement social, il y a une implication réelle dans le pouvoir de décision des habitants. Et le troisième tiers, c'est peut-être la principale innovation, c'est que la société civile a aussi un tiers des représentants, c'est-à-dire des associations, des comités de quartier, des militants dans les quartiers qui ont aussi un intérêt à voir comment le CLT peut aider pour maintenir une accessibilité sociale et une dynamique de quartier positive et qui du coup prennent part aux décisions pour orienter notamment les types d'activités qui pourraient être accueillis. Donc 3 tiers, aucun de ces catégories d'acteurs n'a donc le pouvoir majoritaire et ça permet du coup de mettre en balance les équilibres à la fois collectifs et individuels
des pouvoirs publics, de l'intérêt général et, disons, des intérêts privés. Et c'est donc une manière de matérialiser cette gestion en termes de biens communs. Et donc le Community Land Trust, c'est un modèle américain. En fait, c'est un modèle qui a été inventé. Le premier Community Land Trust est né en 1969 suite à des échanges entre le cousin de Martin Luther King et un militant pour la paix qui s'appelait Bob Swan. Et il est donc né dans le contexte de la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Et en fait, le premier modèle fut un modèle de ferme autogérée, donc la première ferme coopérative agricole noire, enfin détenue par des Noirs aux États-Unis, c'était le Community Land Trust. Puis progressivement, dans les années 70 et puis 80, progressivement, le mouvement a rencontré les mouvements chrétiens, et notamment la théologie de la libération, et puis tout le mouvement des community organizing en ville, et est devenu progressivement un modèle d'accès au logement urbain. Et puis le modèle a explosé dans les années 2000, et singulièrement avec la crise des subprimes, qui a touché de plein fouet des dizaines de milliers, des centaines de milliers de propriétaires américains, dans la mesure où on se rend compte que le Community Land Trust, lui, aucun des propriétaires qui a accédé par ce modèle n'a perdu son logement au moment de cette crise, ce qui montre sa résilience. Et c'est d'ailleurs à cette époque que les Nations Unies ont décerné le prix du meilleur projet d'habitat à ce modèle et que sa diffusion internationale a commencé. Et c'est dans ce contexte-là que nous l'avons découvert en Belgique et que nous l'avons donc ramené, étudié sa transférabilité et puis progressivement développé. Aujourd'hui, notre projet, ça fait 5 ans qu'il existe, qu'il est reconnu par la région bruxelloise. On dispose d'une enveloppe de 2 millions d'euros annuels à investir dans l'achat de terrain, ce qui nous a permis aujourd'hui d'engager près de 8 millions donc près de 10 millions pour 120 logements dans 9 projets différents. En quoi est-ce que le modèle du Community Land Trust, effectivement, est un modèle, disons, de gestion foncière qui s'inscrit dans le mouvement des communs ou des biens communs aujourd'hui? On dit souvent que ce mouvement des communs représente un peu une troisième voie entre une voie toute publique ou une voie toute privée. Ici, effectivement, je l'ai expliqué notamment à travers le principe de gouvernance, on voit bien que les forces de la société civile et les forces publiques sont partenaires dans une logique quelque part de responsabilité sociale partagée pour mener une politique foncière, mais de développement territorial, de développement urbain qui repose sur les communs. Et donc, d'un côté, nous avons le logement social qui traditionnellement est développé totalement par les pouvoirs publics, où c'est vraiment l'État qui produit pour des bénéficiaires, offre un service de logement en fin de compte à des bénéficiaires. Et de l'autre, on voit bien que dans le secteur privé, il y a de plus en plus d'offres qui permettent d'intégrer des dimensions collectives, qui accompagnent les mutations sociologiques de notre société, où il y a de plus en plus de personnes isolées, de recomposition familiale, de réorganisation de l'habitat, et où on voit toute une série d'offres d'habitat groupés, quelque part, se développer, mais qui ne s'adressent qu'à des publics très aisés. Et donc, le CLT essaye, lui, de venir avec une proposition qui permet à des publics précarisés de s'impliquer totalement dans leur projet d'habitat, de le co-construire et de le faire dans des règles du jeu qui répondent aussi aux prérogatives publiques, à savoir de garantir l'accessibilité sociale de ces biens à long terme. Et donc, voilà, on n'est plus dans un modèle tout public, tout privé, on est vraiment dans un entre-deux. C'est vrai dans la gestion, et c'est vrai dans les formes d'habitat qui sont créées, qui du coup ne sont plus les mêmes que le logement social, puisque ce qu'on essaye également de faire, c'est dans la production des logements qu'on construit, en amont du lancement du marché de travaux, souvent marché public, on va impliquer les ménages, les futurs propriétaires, dans
dans l'élaboration de ce cahier des charges, en faisant avec eux des ateliers sur leur logement idéal. On va visiter des bâtiments exemplaires, on fait des visites du quartier, et on essaye petit à petit de récolter les désirs spécifiques de ces habitants pour les intégrer au cahier des charges. Et donc on voit que même là, il y a une volonté d'impliquer les bénéficiaires directement dans la production, finalement, du logement social à caractère public. Donc ça, c'est aussi une des grandes nouveautés. Les défis pour le futur du Community Land Trust, ça va être de savoir dans quelle mesure, effectivement, la volonté d'être, en fait, un support à l'émancipation des populations précarisées reste ouvert. Aujourd'hui, nous avons un seul immeuble habité avec 9 appartements. D'ici quelques années, un minimum de 120, peut-être plus. Je pense qu'il faudra atteindre un certain seuil pour que on puisse véritablement parler d'un réseau de soutien, d'une voix, d'une communauté civique, comme on les appelle parfois, c'est-à-dire qui repose sur un partage de valeurs. Et c'est pour ça qu'on essaie de développer aussi toute une série d'outils de community building qui visent à vraiment soutenir la prise de parole, les échanges, les solidarités entre les ménages au-delà de l'accès strict au logement et à la propriété. Mais évidemment, ça s'oppose aussi un petit peu à l'organisation de nos sociétés occidentales européennes, où souvent organisées par ce qu'on appelle le fait du prince, où en général on attend des pouvoirs publics qu'ils offrent une réponse pour les publics précarisés. On n'attend pas des communautés qu'elles se prennent en charge, qu'elles se développent par elles-mêmes. Et donc ici, on verra comment le CLT arrivera véritablement à donner naissance à une force communautaire, une force populaire qui permettra effectivement aux personnes de s'émanciper dans des formes plurielles, hein, et non d'entre-soi ou ghettoisantes, à travers le modèle du CLT. Et donc ça, je pense que c'est l'un des grands défis, c'est comment le fait que ce modèle ne soit pas une offre publique, mais bien un modèle partagé dans lequel les habitants sont impliqués, se traduira demain par des formes communautaires de soutien qui permettront d'accroître la résilience sociale dans les quartiers.